Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureux de vous savoir nombreux à l'écoute de votre émission hebdomadaire. C'est un magazine juridique Alinéa. Alinéa, votre émission hebdomadaire qui vous permet de rendre le droit audible et accessible. Les femmes à l'honneur encore dans ce numéro de votre émission Alinéa. Nous aborderons l'épineuse question de la sensibilisation pour la promotion des droits des femmes en période de crise sanitaire. Et comme vous le savez, les impacts de la crise sanitaire aggravent des dysfonctionnements de nos sociétés, socialement plus vulnérables et économiques plus précaires que les hommes. Les femmes sont-elles les premières victimes de la crise ? La crise actuelle étant multidimensionnelle, ses conséquences sont sanitaires mais également économiques, politiques et sociétales. Le législateur guinéen est-il resté muet sur la question ? Y a-t-il une jurisprudence en la matière ? Et pour éplucher ces nombreuses questions, nous recevons dans ce studio pour vous M. Jean Zézé Guilavogui. Il est président de l'ONG Organisation africaine du développement durable et d'environnement OAD. Oumou Raïlir Diallo, elle est responsable aussi des programmes du club des jeunes filles leaders de Guinée. Awa Diallo, membre du club des jeunes filles leaders de Guinée. Et Madame Aïssatou Kouloubali, qui est présidente des femmes guinéennes, manœuvre pour le développement. C'est parti avec Angle Droit. Les sujets juridiques détricotés avec nos invités, Monsieur Zézé Guilavogui Jean, bonjour. Je rappelle que vous êtes président de l'ONG, Organisation africaine du développement durable et d'environnement OAD. Bonjour. Bonjour et bonjour aux milliers d'auditeurs de FIM FM ce matin. Nous sommes ravis d'être sur ces plateaux. Très bien. Madame Aïssatou Koulibaly, vous êtes présidente des femmes guinéennes, manœuvre pour le développement. Bonjour. Bonjour. Je suis vraiment contente d'être parmi nous aujourd'hui à la radio FIM pour parler questions femmes. Et c'est tout nouveau. Les femmes manœuvres de Guinée, oui. C'est tout nouveau pour les... C'est-à-dire, je vais parler de l'Agifemat. D'accord. Nous sommes des femmes manœuvres. On manipule, on travaille, nous travaillons. On a beaucoup de femmes qui travaillent, qui font la teinture, qui sont même mécaniciens. D'accord. Elles sont mécaniciennes. Hein? Elles travaillent. C'est ça qu'on appelle main d'œuvre. Manœuvre pour le développement. Très bien. Ah oui. Oumouraïri Diallo, bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable des programmes du club des jeunes filles leaders de Guinée, qui est sur tous les fronts. Hein? Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Alors, Awa Diallo, vous êtes aussi membre du club des jeunes filles leaders de Guinée. Effectivement, je suis la responsable administrative. Administrative. Oui. Bien. Alors, je me retourne vers la gauche, Monsieur Zézé et Jean Guilavogui. Parlez-nous de votre ONG OAD d'abord, pour commencer. Ok, merci Monsieur Kaba d'avoir me passé la parole pour une seconde fois. C'est un réel plaisir pour moi de rendre hommage à toutes les femmes tombées sous le fait de leur bourreau. Et je rends hommage à toutes les femmes victimes de violations des droits de l'homme en République de Guinée. Donc l'OAD est une ONG créée depuis 2014. C'est à l'issue de l'avènement de la fièvre hémorragique à virus Ebola que nous avions vécu dans notre pays. Un ensemble de jeunes à l'époque étudiants d'ici et d'ailleurs se sont donné la main pour apporter un secours à la communauté de la Guinée forestière, notamment Gekedou, Massanta et Zérékoré. Donc voilà comment l'idée a germé pour que l'OAD puisse devenir une ONG digne de nom avec un chef social à Symphonia. Donc je rappelle que les domaines d'intervention de l'OAD, c'est bien entendu la protection de l'environnement, mais aussi la préservation, dont la protection et la préservation. À cela s'ajoutent les questions des droits de l'homme, parce qu'on ne peut pas parler aujourd'hui de l'environnement sans pour autant inclure la question fondamentale des droits de l'homme. Qui parle de la préservation de l'environnement, qui parle de l'écosystème, qui parle des problèmes environnementaux, fait référence à la protection de la dignité et de la vie humaine. Monsieur Guilavogui, pourquoi ce plaidoyer pour la promotion des droits des femmes en période de crise? Voilà, et pourquoi ce plaidoyer? La question est la bienvenue. Le plaidoyer parce que tout simplement, nous, dans notre travail de monitoring perpétuel des questions de violation des droits de l'homme en République de Guinée, on s'est rendu compte depuis l'apparition du premier cas de Covid-19 en République de Guinée, c'est bien entendu le 12 mars 2020. Donc aussitôt, après quelques semaines, bien entendu, c'était le 27 mars 2020, le président d'alors, depuis le 5 septembre 2021, M. Alpha Condé, a pris aussitôt des mesures pour endiguer la propagation de la pandémie de coronavirus. Chose qui n'était pas aussi anormale, parce que c'était une question d'intérêt public, c'était une question
de santé publique qui étaient en jeu. Donc il fallait prendre des mesures pour contrer la propagation de la pandémie dans notre pays. Mais à la lecture de ces actes pris par le gouvernement dessus d'alors, on s'est rendu compte plus ou moins qu'il y a eu des failles dans la prise de décision de ces actes juridiques. On les a analysés de fond en comble. On s'est rendu compte qu'il y a un certain nombre de personnes vulnérables qui ont été mises de côté et dont leurs préoccupations n'ont pas été prises en compte. C'est bien entendu les femmes, les vieilles personnes, les jeunes. Vous reviendrez avec moi, bien entendu. Si vous prenez par exemple le couvre-feu qui avait commencé depuis 20h, 21h, 22h, 23h, n'a pas expressément exclu cette couche vulnérable, une femme enceinte qui a des complications par exemple au-delà de 21h. Comment peut-elle sortir pour aller consulter son médecin? Nous allons développer tout ça dans un cours. Voilà un peu l'idée qui a amené la formulation de ce projet et le soumettre à la coalition internationale des sites de conscience. Alors, je me retourne vers vous, Oumou Rairi Diallo, vous êtes responsable des programmes du Club des jeunes filles leaders de Guinée. Alors, quel est votre constat en termes de violence faite aux femmes depuis la détection du premier cas Covid en Guinée? Alors, le constat, il est alarmant en général, que ce soit en période de crise ou pas, les femmes sont vulnérables et sont victimes de tout cela. Et surtout en période de crise, nous avons remarqué avec les mesures de confinement, les restrictions sociales, aujourd'hui les femmes qui avaient une certaine liberté pendant que leur bourreau était sorti, se retrouvent enfermées à la maison avec ces personnes. Qu'est-ce que vous appelez bourreau, madame? Aujourd'hui, une femme qui est battue, une femme qui est victime de violence dans sa propre maison, son moment de bonheur était juste que ce monsieur-là qui lui donne des coups puisse sortir de la maison. Mais si aujourd'hui elle se retrouve enfermée avec ce même monsieur dans la même maison, sans aide secours, sans une possibilité de demander de l'aide à l'extérieur, je vois là qu'elle est dans une sorte de privation de certaines de ses libertés. Moi, je pense que la moindre des choses qu'il fallait faire, c'est de créer au moins une ligne téléphonique d'appel en assistance. Une femme qui est battue, il y a ce numéro qu'il faut appeler pour qu'on vienne réellement au secours de cette dame. Un numéro vert, par exemple. Un numéro vert. Pour réellement prouver à ces femmes que malgré il y a Covid-19, malgré que vous ne pouvez pas sortir, nous ne vous oublions pas, nous sommes là pour vous et nous sommes là pour vous secourir en cas de danger. Qu'est-ce qui explique ce silence des femmes souvent qui sentent que leurs droits sont violés? Mais vous savez, il y a aujourd'hui un poids social qui pèse sur les femmes. Nous avons été éduqués, nous avons grandi dans une société où on nous dit qu'il faut accepter, où on nous dit qu'il faut souffrir pour être réellement femme, pour être complète en tant que femme. Si cette idée a été inculquée à une jeune fille dès la bas âge, elle grandit comme ça. Donc la tradition a un impact aujourd'hui. Un impact. Elle se dit, si je ne souffre pas, ça veut dire que je ne suis pas femme. Donc je dois accepter toutes les souffrances qui découlent du fait d'être femme. Et donc cette personne aura du mal à se manifester pour réclamer ses droits vraiment. Donc c'est pour cela nous nous battons pour qu'il y ait une éducation à la base, pour qu'on inculque à ces jeunes filles qu'elles ont des droits autant que les hommes, que réellement elles ne sont pas destinées à souffrir ou à subir les violences imposées par une quelconque personne. Alors, Oumou Rairi Diallo, quant au viol enregistré ces derniers temps, quel a été votre apport? Comment votre apport direct ou indirectement avec ces victimes? Quelle a été votre implication, le club des jeunes filles leaders de Guinée? Alors, ces derniers temps, nous voyons de plus en plus de viols sur les différents réseaux sociaux. Mais il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Aujourd'hui, les viols sont plus médiatisés. C'est pas parce qu'ils n'existaient pas. Et nous, c'est parce que c'est plus médiatisé avec les réseaux sociaux qu'on apprend à chaque fois, qu'on est étonné. Mais nous, on vit la chose depuis plusieurs années. Et depuis plusieurs années, ça a toujours été notre combat. Nous passons par des sensibilisations, nous passons par des dénonciations. Mais après, nous ne sommes qu'une ONG. Nous pouvons aller de porte en porte, sensibiliser les communautés, de dénoncer quand il y a viol. Prendre en charge psychologique et physique ces jeunes filles qui sont victimes de viol. Mais après, il faut qu'il y ait une justice forte pour pouvoir réprimander ces acteurs pour que ceux-ci la servent d'exemple à d'autres personnes. Oumou Diallo, rebonjour. Bonjour, Awa. Pardon, Awa Diallo, Oumou Rairi Diallo, Awa Diallo. Ça fait 2 Diallo déjà en face de moi. Oui, je suis gâté ce matin. Alors, Awa Diallo, vous êtes la responsable administrative du club des jeunes filles leaders de Guinée. Je reviens sur la même question avec Oumou Rairi. Quel est votre constat aujourd'hui sur ces viols répétés des jeunes filles et quel a été votre apport? Justement, comme elle a dit, c'est un constat alarmant. Depuis la pandémie de Covid-19, notamment son impact socio-économique représente un risque accru d'augmentation de violence à l'égard des filles et
des femmes. Donc nous, par exemple, le Club des jeunes filles, si je ne me trompe, l'année passée, c'était en octobre, on a organisé une activité, une formation de 250 filles et femmes qui sont issues des organisations formelles et informelles, afin de les sensibiliser. Enfin, l'idée c'était de les former et qu'elles, on les déploie sur le terrain pour qu'elles aillent sensibiliser à leur tour. Parce qu'on a constaté qu'avec la Covid-19, les viols se sont intensifiés. Donc, c'était important qu'on sensibilise ces filles et ces femmes qui sont leaders dans les 5 communes de Conakry, je rappelle, là, les 5 communes de Conakry, qui ont fait à leur tour des sensibilisations, notamment sur le viol, sur la Covid-19 et sur tout ce qui s'ensuit. Donc, c'est un peu notre apport parce que, comme elle l'a dit, nous faisons les sensibilisations du jour au lendemain. Mais après, c'est à la justice de faire son travail. Est-ce que vous avez soumis des cas à la justice? Bien Ah sûr. Mais bien sûr, évidemment, nous c'est soumettons ce souvent qu'on des fait à cas. longueur de On vous journée. écoute. On soumet des cas à la justice et effectivement, je ne sais pas si vous suivez notre page, il y a récemment on a géré un cas. On a géré un cas de viol d'une fille de 3 ans, si je me 3 ans, trompe, où ça? de Dingiraï. Mais D'accord. comme l'affaire était un peu compliquée, l'affaire a été transférée à Farana. Donc c'est le préfet même de Dingiraï qui s'est impliqué dans l'affaire, qui a transféré le cas à Farana. Donc le monsieur, le bourreau, je ne sais pas comment, on l'a condamné à 20 ans de prison, si je ne me trompe. Qu'est-ce qui s'est passé à Farana? Dites-nous. C'est à Dinguiraï. À Dinguiraï. Ça s'est passé à Dinguiraï. Vous savez, nous avons des antennes à l'intérieur du pays. Donc, quand il y a des cas comme ça, on nous remonte ici à Conakry et nous faisons le suivi avec eux. Donc, c'est un monsieur qui a violé une petite de 3 ans. Donc, on a trouvé que l'affaire était un peu compliquée. Il a fallu maintenant qu'on transfère le cas à Farana. Donc, c'est là-bas, le monsieur a été condamné à 20 ans de prison. Madame Aïssatou Koulibaly, vous êtes présidente des femmes guinéennes en manœuvre de Guinée. C'est extrêmement important Oui. de le rappeler à nos auditeurs. Oui. Quel est vous aussi votre constat en termes de violation des droits des femmes en période de Covid? Énorme, parce que je suis une victime. Mais je vais vous dire, dans les nombreux pays en développement, et surtout les moins avancés, des budgets, de la réduction des budgets et dans certains cas, l'ajustement structurel contribue à la détérioration des systèmes de santé publique, réduit encore l'accès aux services de santé. Non seulement la santé des filles et femmes en souffrance directe, mais cela leur impose des dispositions excessives à leurs multiples fonctions au sein de la famille et de la communauté. Et de la communauté. Ces fonctions sont souvent méconnues. Les femmes ne reçoivent pas le soutien psychologique, social et économique. De la part de l'État ou de leur époux. Dont elles ont besoin. Dont elles ont besoin. Moi, je parle ici de la santé de la femme. Je veux parler des droits aussi de la femme. Vous savez, les femmes, souvent, quand je dis Oumouher me contredit, elle me dit, nous sommes des associations, on travaille ici, on travaille ça. Mais moi, je vois le contraire. Pourquoi? Parce que les femmes, souvent, ne sont pas lettrées. La plupart des femmes ne sont pas lettrées. Moi, c'est ici que je suis. C'est là-bas que je suis. Parce que si tu ne connais pas que tu as le droit, les femmes ont le droit de jouir de leur, comment dirais-je, de la santé mentale et physique. La jouissance là, de droit a une importance cruciale pour leur aptitude et participer à toutes les activités publiques et privées. Si je parle de cela, c'est pour que les femmes violées là, doivent, comment dirais-je, prendre connaître leurs droits. Ils ne le savent pas. Omer me contredit. C'est ça que je dis lorsqu'on nous a interviewés à la Renaissance FM. Je dis que il faut faire la sensibilisation. Pas seulement, comment dirais-je, à Conakry ici, faire la sensibilisation jusqu'à la base. Et c'est très important. Madame Koulibaly, vous estimez alors que les femmes ont été victimes pendant cette période de Covid-19? Oui. Et vous en êtes une victime? Oui, je suis victime. Alors expliquez-nous votre témoignage. Qu'est-ce que vous avez vécu? Voilà. Comment dirais-je, j'ai eu 2 décès et 3 personnes gravement malades. On n'a pas eu de soutien. Et on nous a confinés pendant
un mois et 2-3 semaines. Vous On étiez est là confiné à la maison. À la maison. Sans l'assistance Sans médicale. l'assistance médicale. Sans l'assistance. Effectivement, on a fait des tests. Comme on était parmi les gens infectés du Covid, donc on était obligé de comment dirais-je, rester planté à la maison. Vous voyez ce que ça fait? Une femme qui se lève le matin, travaille, fait les travaux. Hein, et si cette dernière est confinée à la maison, vous savez ce que ça veut faire, ça peut faire. Est-ce que vous avez été victime du voisinage, vous avez subi la méfiance, des réticences? Est-ce que vous avez bénéficié du soutien du voisinage direct? Bon, évidemment. Vous étiez pointé du doigt, non, ce sont des personnes Covidées, il faut les éviter. Oui. Voilà, discrimination. c'est ça la discrimination. Vous avez été victime? Ah, bien sûr. De la part de vos voisins? Mais quand, en ce moment, lorsqu'on souffrait de cette maladie, chez nous là-bas, ils ne pouvaient pas sortir. On ne pouvait pas sortir. Il n'y avait pas de contact. Comment les voisins peuvent venir au secours? Tout le monde fuit la maladie. On était expérimentés. C'est ça le problème. Alors, Zézé Jean Glavogui, vous qui êtes président de l'ONG, Organisation africaine du développement durable et d'environnement, OAD, c'est ça? Je prononce très bien. Oui, exactement. Et pourquoi cette collaboration avec le club des jeunes filles leaders de Guinée? La collaboration avec le club des jeunes filles leaders n'est pas fortuite. Okay? C'est une collaboration fondée sur un certain nombre d'éléments qui nous ont amenés à collaborer avec ces 10 clubs. Vous conviendrez avec moi, leur activité sur le terrain prouve à suffisance qu'elles sont actives. Donc, nous, quand on a soumis le projet à la coalition, on s'est dit, bon, pour parler de la question de la femme et de la jeune fille, ce serait important que la femme elle-même essaye de prendre parole pour défendre ses droits qui sont confisqués. Mais aussi, la jeune fille, elle aussi, elle essaye de prendre parole pour défendre ses droits qui sont confisqués. Et le meilleur choix pour nous, à l'analyse, on s'est dit, c'est le club des jeunes filles leaders. Donc, c'est ce qui nous a amené à les écrire officiellement, notamment à la secrétaire administrative de leur boîte. Awa Diallo. Oui, la directrice exécutive de leur boîte qui a mis à disposition ces deux jeunes filles que vous voyez avec nous. Donc, je pense que ce choix, je ne le regrette pas. L'OAD non plus, toute l'équipe de l'OAD ne regrette pas le choix. Et ce serait le début d'une collaboration qui sera pérennisée par un acte de partenariat. Alors, Oumou Réré, le fait marquant des 2 dernières semaines, évidemment, c'est l'affaire Massouma. Massila. Oui. Quelle a été l'implication du club des jeunes filles de Guinée? On vous a pas entendu parler? Si, on a communiqué là-dessus. En fait, l'affaire Massila nous a laissé, en fait, c'est tragique. Quand on parle de Massila, on sent que notre société se pervertit. On sent que notre société, je ne sais pas, vire dans un angle de déshumanisation. Voilà, je suis désolée. Ouais. C'est avec regret que nous avons appris le cas de Massila depuis déjà le début, avant même qu'elle ne soit évacuée pour les soins à l'extérieur du pays. On avait entendu parler du cas de Massila. On s'est beaucoup plus penché sur l'affaire. On a essayé d'avoir d'amples informations là-dessus. Et puisque, comme je vous l'avais dit, nous ne pouvons que dénoncer, nous ne pouvons que porter plainte au nom de la victime. Mais après tout ce qu'il y a derrière... En tant que partie civile. Voilà, en tant que partie civile, nous portons plainte. Après tout ce qu'il y a derrière, c'est la justice qui peut éclaircir. Aujourd'hui, quand nous, on n'a que ça, là où est notre cas, quand on a un cas en face de nous, nous partons sur le terrain, nous vérifions réellement ce qui se passe. Si nous estimons que réellement la fille a été victime de ça ou de ceci, nous portons plainte. Qu'elle soit d'accord ou pas, nous portons partie civile, on porte plainte. Mais après, on suit le dossier de près au niveau de la justice. On continue ces démarches-là, mais après... si la justice ne joue pas réellement son rôle, tous les actes qu'on aura fait jusqu'à maintenant seront vraiment tombés à l'eau. C'est pour cela que je disais qu'il faut que la justice soit forte de telle sorte qu'elle puisse aller au-delà des restrictions sociales. Parce que c'est dans nombre de cas où nous voyons des victimes et des bourreaux qui sont dans une même famille. Le bourreau, c'est le cousin ou le frère de la victime en question. Et ils viennent, quand la petite est violée, ils s'asseyent
regroupement familial où il y a les leaders religieux, les leaders du quartier, ils s'asseyent, ils essaient d'arranger On règle à l'amiable. À l'amiable. Et dans ces cas-là, nous sommes face au mur. Nous ne pouvons pas, comme on appelle, faire des démarches vraiment qui nous facilitent la tâche. Parce que la victime, elle n'est pas pour. La famille vient là, il y a la pression, mais ça ne nous empêche pas, nous, de porter plainte. On porte quand même plainte. Mais avec ces cas-là, il faut que la justice soit là et nous aide dans cette démarche-là. Après, nous, on porte plainte. La fille en question ne se présente pas. Les parents sont opposés. C'est la justice qui doit être forte pour vraiment aller au-delà de ces restrictions sociales. Oumou Rari Diallo, responsable des programmes du club des jeunes filles leaders de Guinée. Alors, Awa Diallo, vous qui êtes la responsable administrative de ce même club, quel est votre message à l'endroit de toute personne qui a une portion de pouvoir sur la femme? Moi, ce que je veux à dire d'abord, comme elle a dit tout à l'heure, le viol, c'est un fléau aujourd'hui qui gangrène la société guinéenne. C'est devenu un problème sociétal et de santé publique, comme vous le savez. Les hommes sont violés aussi, apparemment. Oui, mais c'est Vous n'en faites pas cas. c'est très peu quand même, comparé à ce que les femmes subissent aujourd'hui. C'est même pas la même chose. Donc, les femmes sont plus victimes, sont plus vulnérables d'ailleurs. Mais parce que le problème aussi, nous voyons comment est-ce qu'un violeur peut prendre une tige de bonbons à une petite fille juste pour pouvoir abuser d'elle. Donc c'est vraiment regrettable ce qui se passe. Et comme elle a dit, le problème c'est où les parents essaient d'arranger à l'amiable. Pourtant, il est important que les parents, que la population d'ailleurs, sache que le viol est un crime à dénoncer et non un tabou. Parce que les gens ont peur d'en parler. Ils se disent que quand ils vont parler, par exemple, dire que ma fille a été violée, elle pense que la fille n'aura pas de mari. Il y a déjà le déshonneur qui est là pour une question de dignité d'après eux. Ils ne peuvent pas dénoncer. Donc ça, c'est un problème vraiment majeur que nous rencontrons. Pour dire la femme ne sera pas mariée ou qu'elle sera segmentée, ou voilà. Tout ça, ce sont des problèmes que nous rencontrons. Donc c'est important que la population sache aujourd'hui que la justice est là. Si nous sommes là, nous faisons un effort pour les aider, pour les sensibiliser et pour leur venir en aide, c'est important qu'eux aussi ils acceptent de coopérer. Parce que s'ils ne coopèrent pas, ça va être un peu compliqué pour nous. C'est vrai, nous sommes là, nous sommes qu'une ONG, nous sommes qu'une partie, voilà. Nous sommes là pour assister, mais après, c'est vrai, c'est à la justice de faire son travail. Mais si la population elle-même ne participe pas, ça va être compliqué. En définitive, les femmes doivent désormais briser le silence. Briser le silence, parce que c'est ça, on a constaté en fait qu'il y a effectivement une démission, surtout au niveau des parents aussi. Il y a une démission parentale qui est là. Nous allons développer tout ça. Awa Diallo, responsable administrative du club des jeunes filles leaders de Guinée. Avec nos invités, mesdames et messieurs, nous parlons évidemment de la sensibilisation pour la promotion des droits des femmes en période de crise sanitaire. L'émission c'est Alinéa. On se retrouve juste après le passage de nos spots publicitaires et une page info. Le débat continue évidemment dans l'émission Alinéa avec nos invités exceptionnels. Monsieur Jean-Zézé Guilavogui, président de l'ONG, Organisation africaine du développement durable et d'environnement. Ouada Oumou Rari Diallo, responsable du programme du club des jeunes filles leaders de Guinée. Awa Diallo, responsable administrative du club des jeunes filles leaders de Guinée aussi. Et madame Koulibaly Aïssatou, tenez-vous bien, qui est présidente des femmes guinéennes en manœuvre pour le développement. Alors, madame Aïssatou Koulibaly, nous parlons tantôt en filigrane avant la pause de votre expérience que vous avez vécue. Est-ce que vous avez des cas, des autres exemples à nous donner? Et alors, aujourd'hui, quel est votre sentiment après avoir subi ce qu'on pourrait dire, entre guillemets, ce traumatisme? Monsieur Kaba, je vais vous dire que quand le problème de confinement là est arrivé, nous, on a été confinés. Je vous disais plus tôt qu'on a fait 1 mois, 3 semaines à la maison. Votre famille? Oui, effectivement. Où exactement? Vers Kobaya. D'accord. Alors, quand nous sommes sortis, moi j'étais chez moi maintenant, je suis allée au marché, vers Anko 5. Je trouve que vraiment, il y avait presque personne. Je dis, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai demandé à une femme, Moussara. Elle me dit carrément qu'il y a un monsieur qui est mort du Covid, qu'ils sont venus ramasser tout le monde pour les amener à l'hôpital, voir s'ils n'ont pas été contaminés. Vous avez vu ce que ça fait. Et les femmes là cherchent leur nourriture quand elles vendent les condiments. Venir à la maison et pour soutenir leur famille. Vous avez vu ce que ça fait. Tout à fait. Donc, nous savons que ces femmes-là ont eu des difficultés. Ils n'avaient pas de moyens et leur pauvreté s'est augmentée encore
en plus. Parce qu'il faut aller vendre pour te nourrir. Et si on interdit de venir au marché, on interdit parce qu'il y a eu la maladie là. Est-ce que quelque Vraiment, part, ce n'était pas pour éviter la propagation du virus, mais Madame Coulibaly? effectivement, mais venir prendre tout le monde et l'amener, c'est ça le problème. C'est là-bas le problème. Là-bas, le bas blesse. Parce qu'il devrait prendre là où l'acte s'est passé. Pas tout le marché quand même. Ramasser les gens, les amener pour aller voir si effectivement ils ont la maladie. Un moment, des sacs, je me rappelle que des sacs de riz, entre guillemets, avaient été distribués dans des familles qui étaient confinées. Voilà, est-ce que vous avez bénéficié du soutien de l'aide de l'ANSS ou du ministère de la Santé à l'époque? Effectivement, moi je ne suis pas... on vous avez été délaissé par l'Agence nationale de la sécurité sanitaire. On n'était pas informé de cela. Vous n'avez bénéficié d'aucun soutien? On n'était pas du tout informé de cela. Dire qu'on donne tout ça là aux victimes. C'est un témoignage très très glaçant de Mme Aïssatou Coulibaly. C'est très pathétique. C'est vrai, on n'était pas du tout informé, évidemment. Et comment vous avez pu entrer en contact avec Mme Coulibaly, Zézé? Exactement, c'est à l'issue de l'observation, pas justement le seul cas que nous avions reçu au bureau à Sonfonia. Il y a d'autres cas, justement, notre locateur d'ailleurs par excellence, notre concessionnaire du moins, c'est lui qui nous a donné le local pour ériger un bureau. Quand sa fille était venue du Canada, sa fille devrait se retourner. Donc, de Sonfonia pour l'aéroport Bessia, c'était pas aussi chose aisée. Il a été non seulement racketté, arnaqué à mi-chemin. Par qui? Par les forces de sécurité et de défense. Bien entendu, pour chaque barrage, il a fallu qu'il paye environ 50 000 pour le permettre de passer. De Sonfonia à l'aéroport? De Sonfonia à l'aéroport. Donc le monsieur, quand il est revenu, il était venu nous voir pour nous expliquer le cas. Après, attirer notre attention qu'il y a plus de cas. Lui, il en a été victime directe, mais il a pu tenir bon. Donc, Madame Coulibaly, c'est l'une des victimes d'ailleurs directes de la pandémie de Covid-19, due aux restrictions, mais aussi à la Covid elle-même. Donc, elle aussi, elle a été victime et on a suivi de près son cas. Et aussitôt, on a essayé de rentrer en contact avec elle pour parler, pour savoir exactement ce à quoi elle a été victime, ce qu'elle a traversé. Donc, c'est à l'issue de l'écoute, on s'est dit, on l'a demandé, est-ce que vous pouvez prendre parole? Est-ce que vous pouvez? Parce que le plus important pour une victime, c'est quand elle se prononce. Quand elle essaie de déballer son cas, elle se décharge. Donc, elle devient plus ou moins à l'aise. Malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Oui, exactement. C'est l'omerta totale. Il y a l'influence des familles sur les enfants qui n'osent pas dénoncer. Exactement. Donc, c'est à l'issue de toutes ces communications-là que Mme Coulibaly a accepté. Elle venait prendre parole avec nous à FIM. Notamment, on était la dernière fois à la Renaissance. Donc, aujourd'hui, nous sommes ensemble. Donc, c'est une campagne qui a été lancée depuis le 25 septembre, Journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes. En définitive, c'est quoi l'objectif de tout ce plaidoyer? Vous voulez attirer l'attention des nouvelles autorités, c'est ça? Oui, exactement. L'objectif, c'est d'attirer l'attention de l'autorité transitoire pour les dire, voilà, la femme mérite attention et protection. Donc, il y a encore le Covid ou la Covid qui est en train de sévir dans le monde. Notamment, il y a des nouvelles variantes qui ont commencé à germer. L'Omicron. Oui. Donc, il faut prendre garde. Pardon, si vous devrez prendre des mesures allant dans le sens de l'endiguation de la pandémie, prenez garde. Il faut inclure la situation de la jeune féminine, mais aussi des vieilles personnes et des couches vulnérables dans leur globalité. Donc, voilà le message que nous voulons lancer. Nous voulons être entendus parce que la dernière fois, on a lancé sur la maison mère, la RTG, pour que les nouvelles autorités, notamment le président de la République, M. Mamadi Doumbouya, pour que ces mesures et le gouvernement actuel de la transition puissent faire une priorité principale de leur ligne de politique de protection des droits des femmes. Surtout le ministère des Affaires sociales. Exactement. Et surtout que c'est une femme qui est à la charge. Je pense que c'est très intéressant parce qu'on voudrait même
par le biais de Madame Lydie Tongino. Qu'on aura au bout de fil oui, d'un moment à exactement. l'autre. Je rappelle à nos auditeurs que chargé des questions de la protection de l'enfance à UNICEF Guinée. Oui, exactement. Tout à fait. Alors, Awa Diallo, responsable administratif du Club des jeunes filles leaders de Guinée, parlons à présent de ces 16 jours d'activisme pour les droits des femmes en Guinée. Qu'est-ce que vous prévoyez en tant que défenseur des droits des femmes? Comme d'habitude, comme toujours, on a ces 16 jours d'activité ne sont jamais passés inaperçus. Donc, nous faisons tout le temps des campagnes de sensibilisation. Et cette fois-ci, nous prévoyons de faire une vidéo de court-métrage qui va parler un peu du fonctionnement du système judiciaire en Guinée. Donc, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais comme on le dit, en partenariat toujours aussi avec le gouvernement, parce que souvent quand le gouvernement organise des activités, nous sommes impliqués parce que, voilà, comme il l'a dit, nous sommes aujourd'hui, nous sommes reconnus, voilà, donc sur les actions qu'on est en train de faire. Donc, hier, par exemple, on était à l'hôtel Kaloum avec le gouvernement, avec l'activité qu'ils ont organisée. Et nous aussi, parce que ce n'est pas seulement s'impliquer avec le gouvernement, s'impliquer avec d'autres organisations. Nous aussi, nous pensons organiser une activité qui va être vraiment, qu'on va organiser, qu'on va financer nous-mêmes, en partenariat. Si, enfin, on a des partenaires, bien sûr. Donc, c'est un peu ça ce qu'on prévoit. Alors, Awa, Oumoukheri Diallo, désolé. Pourquoi d'abord ces 16 jours d'activisme pour nos auditeurs? Alors, c'est ces jours d'activisme qui commencent chaque 25 novembre, qui est la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. D'accord. Ces 16 jours ont été mis à profit pour réellement parler de cette problématique de violence faite aux femmes. Donc, dans tous les pays du monde, ce n'est pas seulement en Guinée, les associations féminines et l'État s'impliquent dans la problématique des violences. Il faut savoir pourquoi ces violences. Moi, je pense qu'avant que ces violences ne soit un fait juridique, c'est avant tout un fait social. Donc, il y a toute une étude derrière pour savoir qu'est-ce qui mène telle ou telle personne à faire une violence. Même s'il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de raison valable qui pousse une personne à agir d'une certaine façon face à une autre personne. Donc, c'est tout cela que nous avons mis à profit pendant ces 16 jours-là, de faire des sensibilisations, de faire des plaidoyers, parce que vous n'êtes pas sans savoir que la Guinée est l'un des pays qui ratifie plus de conventions qui protègent les femmes. Mais jamais les clauses dans ces conventions-là ne sont respectées ou appliquées. Moi, il faut faire un plaidoyer à l'endroit des autorités, leur dire que ce n'est pas seulement ratifier les conventions, mais c'est surtout de s'assurer à l'application des textes de loi qui sont derrière. Moi, je pense qu'on a dépassé la phase des sensibilisations, des causeries. Ça a été déjà assez fait. Il faut que maintenant la justice soit forte. Il faut que l'État s'implique et inscrive cette ligne de violence comme priorité dans leur plan d'action annuel. Moi, je pense que c'est à ce prix qu'on aura zéro violence dans nos différentes communautés. On aura zéro violence, ce qui me pousse à lire ce message que je trouve très pertinent d'un auditeur qui dit simplement: je remercie infiniment l'engagement de ces jeunes filles leaders de lutter contre le viol sur les filles et femmes, mais elles doivent chercher à sensibiliser nos jeunes sœurs, de changer leur mode vestimentaire. Nos jeunes sœurs sont mal habillées et elles sont, entre guillemets, trop matérialistes, mais aussi nos mamans ont complètement abandonné les familles. Quelles sont les mesures envisagées pour remédier à ce fléau? Je trouve que c'est pertinent. C'est grave. Est-ce qu'il faut mettre en cause le mode vestimentaire des jeunes filles aujourd'hui? C'est grave de coller, enfin, de trouver de la provocation. Comme excuse à un viol le mode vestimentaire. Moi, je pense que c'est grave de dire ça. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'une fille de 3 ans n'est pas bien habillée. On ne peut pas dire qu'une petite fille de 6 mois s'est habillée d'une certaine façon, que c'est ce qui a poussé au violeur de violer cette petite fille-là. Moi, je pense que ça, c'est un manque de respect à ces victimes-là. Qu'on soit bien habillé ou pas, il n'a pas le droit de nous toucher sans notre consentement. Et ça, c'est un fait, ça, c'est là. Que tu portes quelque chose qui se limite là ou qui se limite là, toi, il n'a pas le droit de te toucher. Mais après, comme je l'ai dit, nous ne sommes pas là que pour dénoncer, nous sommes là pour sensibiliser. Nous partons vers les communautés, vers les familles. Surtout, nous agissons sur la mentalité des plus jeunes pour vraiment conscientiser ces jeunes filles ou ces jeunes garçons qui sont les citoyens de demain. Madame Aïssatou Coulibaly, vous êtes une maman aujourd'hui, une référence. Vous avez votre expérience en la matière. Qu'est-ce qui pousse aujourd'hui, ce que moi je dirais, ces présumés violeurs à procéder à ces actes ignobles? C'est regrettable, c'est dommage, parce que regardez le problème de la fille qui a été tuée. Parce que moi, c'est comme ça, je le dis. Massila. On parle de droit.
Bon, évidemment, les jeunes, quand ils font ces actes ignobles, qu'est-ce qu'il y a à dire? Ils prennent des malfrats, on les amène dans les prisons. Après 2 ans, 3 ans, tu rencontres la même personne devant toi. Ouais. Toi qui as été... Elle a la chance, elle est morte. Et quand elle vit... Et si elle vivait, comment elle allait faire cela? Rencontrer ces personnes devant toi. Et pire, ce sont des médecins. Hein? Sont des médecins. Hein? Et on les libère. On les juge, on les libère. Moi, je crois que, évidemment, je suis croyante. Mais je préférerais que ces personnes-là soient éliminées. Dire tuer, c'est grave. Les gens vont dire, elle est criminelle, la dame-là. Non. Mais quand quelqu'un fait ces actes-là, tu violes, après tu tues, combien de fois d'opérations? 7 fois, hein? Elle est morte, elle a perdu, ses parents ont perdu. Ceux qui sont en prison, peut-être ils vont les libérer. Ne les libérez pas. Mais- Il faut les éliminer, il faut les tuer. Madame Pour Koulibaly- ne pas que d'autres aussi font la même chose. Mais Madame Koulibaly, jusqu'à preuve du contraire, ils sont présumés innocents. Même le pire des criminels a le droit de se faire assister par un avocat. Et qu'on respecte le principe de la présomption d'innocence. Exactement. Alors là, Ah oui, bien sûr. Alors là, Jusqu'à preuve ça- du contraire, ils sont ça- présumés innocents. On attend que la justice fasse son travail. alors là, M. Kaba, ça me fait mal. Ah non, mais c'est Ça, un c'est principe, vrai. c'est Ça me un fait principe mal. universel. Ouais, c'est ça un me principe fatigue. universel, exactement. Oui, pourquoi? Le mot là, les mots que tu viens de prononcer là, Présomption d'innocence. me tape à la tête. Ça me fatigue. Et pourquoi, madame? Je suis responsable aujourd'hui. Les gens là ne vont pas s'en sortir. Ce ne serait que même l'opération, même si ce ne sont pas eux qui ont violé Violé, ouais. la femme, Ouais. la fille là. Ouais. C'est regrettable. Les c'est cas regrettable. d'opération qui n'ont pas réussi, Tu n'as même pas- ça, il doit y avoir Oh, une étude derrière. étude derrière. C'est de la C'est- faute à qui? Du médecin, c'est une erreur médicale. Médicale. C'est regrettable, nous n'avons pas ça dans ce pays. voilà. Au-delà du viol d'abord. Et je m'appuie à ce que, comment dire, les ONG prennent leurs dispositions. Ça qui- Les oui. institutions Donc, aussi prennent leurs dispositions. C'est très important. Je vais juste placer. Allez, Zézé Glabou. Et Oui, je vais juste placer Je rappelle quelque- que d'un mois à l'autre, nous allons avoir au bout de fil Madame Lydie Tonguino, qui est chargée des questions de la protection de l'enfance à UNICEF Guinée, qui va intervenir en direct dans cette émission. Allez-y, monsieur Jean Zéglabou. Bon, je vais juste placer quelque chose sur ce que disaient les jeunes filles et la maman. En fait, c'est ce qu'on appelle dans le processus de justice traditionnelle le vetting. Le vetting, c'est le toilettage pur et simple de tous ceux qui sont des bourreaux des violations des droits humains. C'est dessaisir complètement de l'appareil administratif parce que ça encourage la répétition. Lorsqu'une victime va voir quelqu'un qui l'a fait mal aux affaires, ça va encourager la même personne à agir de plus. Tout à fait. Donc ça fait beaucoup plus mal encore à la victime. Donc il est important d'ailleurs que les nouvelles autorités de la Prennent transition les dispositions. inclusent plus ou moins cette question de réconciliation qui est une question prépondérante pour notre communauté. Réconciliation entre qui et Et c'est qui? très important. Vous parlez de quelle Oui, réconciliation? en fait, lorsque nous parlons de réconciliation ou de la justice traditionnelle dans un pays, ce n'est pas seulement un pays qui a passé une période de conflit ou une période de guerre civile, mais tout pays ou toute nation qui a traversé une période dictatoriale mérite une réconciliation. Oui, vous savez que ce débat pose problème aujourd'hui, s'il faut opter pour la justice transitionnelle ou celle sociale. Oui, moi j'opte pour la justice traditionnelle parce que vu les perpétuelles violations qu'a connues notre pays de 58 à nos jours, il est nécessaire et fondamental de mettre en marche la machine de la justice traditionnelle dans notre pays. Parce que je rappelle que les perpétuelles violations des droits de l'homme, jusque-là, n'ont pas encore trouvé justice. Ce qui encourage d'ailleurs une recrudescence de ces violations perpétuelles. Donc il va sans dire qu'il faut ramener au plus vite que possible parce que l'expérience révélée du côté de Rwanda nous démontre plus ou moins Parce que la le Guinée... Rwanda a opté pour la justice traditionnelle, évidemment. Oui, il faut qu'on opte parce qu'aujourd'hui, je rappelle M. Kaba, il y a la politique d'ailleurs de justice traditionnelle pour l'Union africaine. Donc l'Union africaine pour encourager ou pour accompagner les pays qui ont déjà lancé le processus a fait une politique d'ailleurs qui est une ligne directrice sur laquelle les autres pays peuvent s'inspirer pour parler de la problématique et pour, n'est-ce pas, dérouler leur politique de justice traditionnelle et de réconciliation. Alors je me tourne vers Awa Diallo, qui est
la responsable administrative du club des jeunes filles. C'est une question pertinente qui revient encore comme la semaine dernière. Ce tuteur qui veut savoir simplement, est-ce qu'une femme qui refuse son devoir conjugal et qu'elle estime être brutalisée par son mari, si ceci constitue une violence ou un cas de viol, sans le consentement de son épouse? Bien sûr, c'est un cas de viol. Votre femme mariée Même si tu es marié, qui refuse d'accomplir le devoir conjugal, justement, même si tu es marié, si tu n'es pas pour, on ne peut pas quand même te forcer. Mais est-ce que cela constitue un viol ou une violence conjugale? Bien sûr que c'est un viol. C'est une violence, mais c'est un viol ça. Il y a Du un moment cadre où on n'est pas, juridique. il faut que les gens sachent que du moment où tu n'es pas consentante et que l'homme insiste à faire ce qu'il veut avec toi, ça devient carrément un viol. Donc, Et la tradition dit autre chose. Il faut respecter, il faut faire allégeance à son mari. On ne refuse pas le devoir conjugal à son mari. C'est un Il viol. y a un paradoxe à ce niveau, entre tradition, les coutumes et les us. peut-être qu'il y a Mais un la paradoxe, justice mais- n'est pas faite de coutumes, de traditions, à ce que je crois. Parce qu'il y a un cadre juridique qui est autour de tout cela. Aujourd'hui, il faut que les gens aient la culture du consentement. Quand on dit non, c'est non. Et quand on dit oui, c'est oui. Si les gens n'arrivent pas à faire la part des choses dans cette culture de consentement, Ça sera on aura difficile. toujours des problèmes. Parce que tout vient de là, en fait, le consentement. Tout vient de là. Il faut respecter les droits de la personne que tu as en face de toi. Même dans le mariage, ta femme dit non, respecte ce non-là. La question mérite d'être posée et on aura la réponse avec notre invité qui est au bout de fil, Madame Lydie Tonguino, chargée des questions de la protection de l'enfance à UNICEF Guinée. Bonjour Madame Tonguino. Bonjour monsieur et bonjour à tout le monde. C'est un plaisir d'être avec vous. Alors Madame Lucie, nous parlons ce matin de la sensibilisation pour la promotion des droits des femmes en période de crise sanitaire. Vous qui êtes chargée des questions de la protection de l'enfance à l'UNICEF, quel est aujourd'hui votre combat et votre implication sur la question? Merci beaucoup et je vous remercie pour l'invitation. Je suis chargée de la protection de l'enfance avec l'UNICEF. Je suis basée au bureau de zone sud à Zérékoré. Mais je suis aussi activiste pour les droits des femmes, des filles et des enfants. Et la plupart de mes activités sont centrées sur les formations dans le cadre de la prévention, non seulement de la prévention des violences basées sur le genre, mais aussi préparer les jeunes filles et les membres des structures de femmes à non seulement prévenir, mais aussi à partager avec eux les différentes procédures qu'il faut utiliser pour répondre au cas de violences basées sur le genre. C'est là que se focalise mon combat dans ce domaine. Et votre combat aujourd'hui sur le terrain, quel est votre apport concrètement? Est-ce que votre combat a pu faire évoluer les choses, a pu faire changer la donne, a pu faire changer la mentalité? Oui, je peux dire oui, parce que depuis 2016, j'ai commencé à œuvrer auprès des structures de jeunes pour essayer d'abord de les conscientiser, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ONG, il y a beaucoup d'institutions qui essayent d'œuvrer pour l'égalité en faveur des femmes et des filles, pour promouvoir le leadership féminin, mais tant que les femmes qui sont concernées, les filles qui sont victimes, ne s'impliquent pas dans le combat, ne pourront jamais gagner le pari. Et c'est ce qui m'a motivée à commencer des échanges, à initier des échanges avec certaines jeunes filles. Et nous avons élargi cela, à l'époque j'étais avec Plan International, avec les structures de protection et de défense des droits de la femme. Donc chaque fois on organisait des formations pour non seulement échanger sur les types de violences basées sur le genre, leurs conséquences et l'implication de chacun, que ce soit des hommes qui sont nos alliés, que ce soit des femmes et des filles, que chacun a un rôle à jouer. Et présentement, vous allez voir que les filles, ce n'est plus un tabou. Les filles ont non seulement le courage d'organiser des séances de sensibilisation dans toutes les communautés, même dans les villages, mais elles ont aussi le courage de dénoncer. Et quand une ONG actuellement est informée d'une situation, d'un cas de violence basée sur le genre, elle dénonce non seulement, mais avec l'appui de l'OCOGEM, cette ONG, va suivre le problème jusqu'à la fin. Donc voilà un peu comment les choses se passent. Et on a aussi la volonté politique, l'accompagnement du gouvernement à travers le projet, à travers la mise en place des cartographies de services pour répondre au cas de violences basées sur le genre. Quand vous venez à Zérékoré, par exemple, c'est vrai qu'il y a des partenaires qui supportent, mais il y a l'action sociale qui a le livre, qui a mis en place une coordination pour répondre au cas de violences basées sur le genre. Et au sein de cette coordination, tous les acteurs se retrouvent, que ce soit les organisations de la société civile, les ONG, les partenaires techniques et financiers, les acteurs étatiques, la justice, tout le monde se retrouve pour pouvoir vraiment non seulement prévenir
et apporter une réponse holistique aux survivances de violences basées sur le genre. En tout cas, merci à vous, Madame Olidi Tonguino. Vous êtes chargée des questions de la protection de l'enfance à UNICEF Guinée. Merci pour cet éclairage. Mesdames et messieurs, on se retrouve encore dans cette émission Alinéa, juste après une courte pause. Mesdames et messieurs, retour dans ce studio, dans votre magazine hebdomadaire Alinéa, qui vous rend le droit audible et accessible. Et aujourd'hui, nous parlons évidemment de la sensibilisation pour la promotion des droits des femmes en période de crise sanitaire avec Jean-Zézé Glavoki, qui est président de l'ONG OAD, Organisation africaine du développement durable et d'environnement, Oumou Rairi Diallo, responsable des programmes du Club des jeunes filles leaders de Guinée, Awa Diallo, responsable administrative du Club des jeunes filles leaders de Guinée, Madame Kulubali Aïssatou, présidente des femmes guinéennes Manœuvre pour le développement. À présent, nous allons lire quelques messages de nos internautes sur notre page Facebook. Nous commençons par Amadou Mouktar Marley Diallo. Bonjour Alinéa et à toute l'équipe de Film FM Guinée. Le viol est devenu un jeu de hasard en Guinée. Maintenant, le viol ne doit pas être réglé à l'amiable. Même si tel est le cas, c'est à la justice d'aller cueillir le violeur assoiffé et de le punir à la hauteur de sa forfaiture. Il faut que ça s'arrête définitivement. Depuis l'affaire Mademoiselle Silla, combien de cas ont été signalés sans suite? Halte au viol de nos sœurs. C'est Amadou Mokhtar Marley Diallo depuis Dakar. Et quant à Diallo Alpha Amidou, bonjour l'équipe du jour. L'ensemble de vos participants mènent des combats nobles et votre émission devient le miroir où reflète les réalités de nos chers pays. De ce fait, je souhaite nuancer en précisant qu'il ne faut pas confondre l'égalité et l'équité. L'égalité est universelle et l'équité relève du mérite. Il nous faut vraiment une loi extrêmement sévère pour punir ces cas de viol. Et M. Faya Condé de Ranchéry, bonjour M. Kaba. Je pense qu'il faut apporter une pression par rapport au rôle des ONG. L'ONG ne peut se constituer partie civile qu'après l'autorisation de la victime dans un procès pénal. Alors, Oumou Rairi Diallo n'a pas sa langue dans sa poche, elle va vous répondre d'un moment à l'autre dans cette émission. Bonjour, Bolokada Tourama, bonjour mon frère Mohamed Kaba. Je remercie infiniment l'engagement de ces jeunes filles leaders de lutter contre le viol sur les filles et femmes, mais elles doivent chercher à sensibiliser nos jeunes sœurs, de changer encore leur mode vestimentaire. Nos jeunes sœurs sont mal habillées et elles sont guillemets matérialistes, mais aussi nos mamans ont complètement abandonné les enfants. Quelles sont les mesures à envisager pour remédier ce fléau? Bolokala Tourama, l'enfant chéri de Dingiray, communicant du RPG Arc-en-Ciel Volcom. Diallo, en Europe, c'est l'État qui t'envoie à manger et prendre soin de ta santé. C'est grave dans notre pays. Ibro Diané, bonjour Monsieur Kaba. Je tiens à vous remercier pour cette émission enracinée et forte. Je suis bluffé après avoir visité vos locaux. Merci depuis l'Allemagne, précisément à Hambourg. Abdou Sinani Sidibel, un numéro vert en Guinée n'a jamais été une solution édifiante car on ne répond jamais les appels dirigés vers ce numéro puisque d'après les constats, les réparateurs de téléphone utilisent ces numéros verts pour tester leur travail vu que c'est gratuit vers ces numéros. Et terminons par Abou Siatou Diallo qui remercie Film FM. Alors, Oumou Rairi Diallo, revenons à ce message que je trouve très pertinent de Faya Condé qui pense qu'il faut apporter une pression par rapport au rôle des ONG. L'ONG ne peut se constituer partie civile qu'après l'autorisation de la victime dans un procès pénal. D'accord, je voulais juste prendre exemple sur les cas que nous avons récemment, des petites filles de 3 ans, de 6 mois ou des filles âgées de moins de 18 ans. Ces jeunes filles sont des enfants, nous sommes d'accord, ils ne sont pas encore majeurs. Et donc, pour vous, si une fille de 11 ans est violée et que la famille lui mette une certaine pression, lui disant que va dire à ces gens-là que tu ne portes pas plainte, va dire à ces gens-là que tu pardonnes. Vous croyez qu'on doit s'arrêter là, on doit se limiter là? La justice s'arrête parce que la victime ne veut pas porter plainte, étant donné que la victime est une enfant? Moi, je pense que la justice va au-delà de ces restrictions sociales. C'est pas parce que une enfant dit qu'elle ne porte pas plainte qu'il faut abandonner l'affaire. Déjà, c'est une pression du côté de la famille, du côté de la société, du côté des communautés qui est là exercée sur cet enfant. On lui dit tout ce qu'elle dit, on l'apprend à dire, dit que c'est rien, dit qu'on t'a rien fait. Déjà, pour pouvoir régler la chose à l'amiable. Si on continue de dire que parce que cette petite fille aujourd'hui ne veut pas porter plainte, qu'on va se limiter là, moi je ne sais pas combien de... Il y a des cliniques juridiques en la matière, Awa Diallo. Oui, il y a des cliniques juridiques qui proposent leurs services de façon gratuite. Oui, bien sûr. Bien sûr, ça existe. Ça existe, non? Oui, ça existe. Alors, nous allons partir sur le terrain pour avoir l'avis de Mma Souma. Elle est chroniqueuse télé, écrivaine. Bonjour, Mma Souma.
Oui, bonjour. Alors, Massouma, nous parlons de l'épineuse question de la sensibilisation pour la promotion des droits des femmes en période de crise sanitaire. On veut avoir l'avis de la chroniqueuse télé et de l'écrivaine que vous êtes. Oui, alors je pense que c'est un problème qui devient de plus en plus récurrent. Il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place pour éradiquer ce fléau, mais ça continue. Donc pour moi, l'heure est plus que grave. Ce qu'on pourrait faire au-delà de l'implication de toutes ces ONG-là, on devrait en fait sensibiliser les populations à prendre en compte la gravité de tous ces actes-là à l'égard des femmes, surtout en période de crise, comme vous l'avez mentionné tantôt. Mais au-delà, l'État doit encore plus s'impliquer pour faire face à ces problèmes-là, parce que sinon, on va arriver à un stade où il sera plus que trop tard, même si je pense que déjà, on pourrait dire qu'il est trop tard, mais encore plus, les choses ne feront que s'aggraver. Alors, qu'est-ce qui explique aujourd'hui la récurrence des cas de viol en Guinée? Alors, pour moi, c'est aussi simple que ça. Il y a un problème d'éducation. J'aimerais commencer par ça parce que dans nos familles déjà, au sein de nos familles, on a une façon d'appréhender ces questions de viol qui n'est pas. Les jeunes hommes, les jeunes garçons qui grandissent, personne n'aborde ce sujet-là. On les éduque sur tous les autres plans. Mais en ce qui concerne le viol, même quand il y a un acte de viol qui arrive dans des familles, les gens camouflent ces actes-là pour soi-disant sauver l'honneur de la famille. Donc ça fait qu'à un moment donné, qu'on le veuille ou non, naturellement on banalise ces viols-là. Donc on est dans une banalisation totale de ces actes de viol, et aussi il n'y a pas de répression. On sait tous que chaque être humain a besoin d'être cadré, a besoin d'être sanctionné dans un état de droit comme le nôtre quand il fait des choses qui vont à l'encontre de la loi. Mais si ce n'est pas le cas, de quoi est-ce que ces oppresseurs, ces agresseurs pourraient avoir peur? Donc pour moi, non seulement il y a un manque d'éducation, il y a une banalisation totale, mais une banalisation qui est engendrée aussi par le manque de répression et l'inapplicabilité de la loi. Alors Massouma, est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui prôner l'éducation sexuelle dans nos familles? Moi, je suis pour. Il y a une façon d'appréhender, mais il y a un problème à ce niveau-là. On a un problème avec nos coutumes, notre culture, qui fait que c'est très difficile d'aborder ces questions-là. Mais il faut déjà voir au niveau des parents, trouver petit à petit comment aborder ces questions-là sans pour autant sortir de la pudeur, parce que c'est cette question de pudeur qui fatigue beaucoup. Et trouver une façon de sensibiliser les enfants, de parler de ça, de les cadrer d'une certaine manière, tout en gardant aussi nos valeurs. Et aussi, l'éducation sexuelle au-delà des familles, ça doit se faire aussi à l'école. C'est vrai qu'on en parle dans les cours de biologie, mais brièvement, à partir de la 10e, rapidement. Mais il faudrait que dès le bas âge, on puisse aussi intégrer cela dans nos écoles afin d'éduquer, simplement. En tout cas, merci à vous pour cet éclairage, Massouma. Vous êtes chroniqueuse et passez une excellente journée. Merci beaucoup, merci à vous. Alors, Madame Koulibaly Aïssatou, vous avez entendu Massouma. Est-ce qu'il faut vulgariser l'éducation sexuelle aujourd'hui dans nos familles et à l'école? Évidemment, on doit vulgariser, mais moi j'ai une inquiétude là. Laquelle? Regardez, on dit que les enfants n'osent pas aller se plaindre, ou bien la victime ne refuse de se plaindre. Vous savez, dans un certain cas, il y a, excusez-moi, hein, c'est les parents même, le papa même, qui abuse de sa fille, oui, ça se fait. sur ses enfants. L'inceste, hein? Oui, Moi, je le sais. J'ai vécu les faits. Nous sommes allés, j'étais coordinatrice à Télémélé, que Dr Makale Traoré, s'il vous plaît, excusez-moi, qui a mis en place par ses propres moyens pour aller sensibiliser, en parler, parce qu'il y a le problème. Comme je dis souvent que les ONG sont là. Les ONG ne font pas la sensibilisation. C'est pas parce que j'en connais. On est parti dans une famille là où le monsieur a abusé sur ses 3 enfants en cherchant leur mère. Où exactement? On a tout fait à Télémélé. Un père de famille qui a abusé de ses propres enfants.
Ce sont elles qui étaient ces femmes. Ils ont renvoyé les parents pour aller, on a des exemples à donner. Plus que ça. Moi, j'ai pleuré. Dites-nous en plus. Moi, j'ai pleuré. Un père de famille, et il frappe sa femme. Il sache ses femmes pour en faire de ses enfants et ses femmes. Et sa femme n'a pas de C'est dommage. La femme, pauvre qu'elle est, elle n'a rien. Elle s'est tuée là-dessus. Elle est pauvre. Elle ne connaît pas. Elle connaît pas ses Où se diriger. Même si elle le Où savait, aller. même si elle le savait, elle va couvrir son mari. C'est pour cela que j'ai dit à Oumou, Eri, des fois, elle se fâche contre moi si je parle des ONG. Oui, parce que vous dites carrément que les ONG ne jouent pas leur rôle. Pendant que le club des jeunes filles de Guinée... Et je voulais lancer aussi, je voulais dire encore aux médias, et je suis très contente de vous, parce que des fois, vous en parlez, continuez à en parler dans les langues vernaculaires aussi, surtout les langues locales. En parler et plus, parce que vraiment, les femmes souffrent. Loi d'enfer sont mieux. Sont mieux, oui, raison bien pour sûr. laquelle nous sommes réunis autour de cette table pour parler de la sensibilisation professionnelle des femmes. Ok. Zézé Guilavo qui ne dira pas le contraire. Oui, exactement. Merci, voilà. À l'écouter, en fait, j'ai la chair de poule. Parce que c'est horrible tout ce qu'elle est en train d'expliquer. Oui. Il y a des cas, vraiment, notre société est malade d'une pandémie d'ailleurs sociétale. Il faut sortir notre pays de cette situation, sinon nous risquons d'être engloutis par les violations basées sous le genre. Alors, Awa Diallo, c'est regrettable, vous qui êtes responsable administratif du club des jeunes filles leaders de Guinée. En clair, est-ce que la justice doit avoir la main lourde contre ces présumés violeurs en public de Guinée? Justement, il faut que la justice fasse son travail. Parce que, comme on le dit souvent, peut-être que madame, notre maman dit qu'on ne fait pas notre mieux. Oui, elle dit que vous ne faites pas votre boulot. Pourtant, nous, on sait qu'on fait de notre mieux. Et souvent, les sensibilisations certainement, vous êtes dans les campagnes médiatiques et ça s'arrête là. Non, on parle jusqu'aux communautés. Parfois, on parle en langue nationale. Par exemple, si je comprends pour avoir des subventions, certainement. Pas pour c'est ce que les gens disent. Et effectivement, c'est ce que les gens sont en train de dire. Oui, de plus en plus. Parce qu'on a été payé par les Blancs, les gens sont venus nous dire n'importe quoi. On est là pour en fait faire la promotion des Blancs, mais c'est pas ça, c'est tout à fait le contraire. Nous, on a commencé avec le club avec 0 francs. C'est quand maintenant les gens ont vu vraiment les actions qu'on est en train de mener sur le terrain, les gens ont compris vraiment que nous sommes en train de mener un combat qui est noble. Donc c'est là qu'on a commencé à avoir des partenaires. Mais de base, on faisait des activités avec 0 francs. Parfois, on faisait des cotisations entre nous là-bas, les membres, pour pouvoir mener des activités. Parce qu'il faut, pour faire des activités, il n'est pas dit forcément qu'il faut avoir de l'argent, il faut avoir des financements. Parfois, on peut le faire nous-mêmes. La volonté compte. Nous partons dans les écoles, nous faisons des causeries éducatives, nous faisons des porte-à-porte aussi pour sensibiliser non seulement en français, mais aussi en langue nationale. Parce que la plupart de la population est illettrée, vous l'avez dit ici. Donc c'est important aussi de communiquer en langue nationale. Mais les gens disent souvent... Pardon? Justement, ne sont pas lettrés. Justement, c'est pourquoi on fait les sensibilisations maintenant en langue nationale. Mais après, les gens disent toujours que les ONG sont là, c'est pour de l'argent et les filles effrontées, les filles qui oui. C'est ce qu'on nous disait, hein. Mais nous, on sait par quoi nous, on a traversé pour arriver là où on en est aujourd'hui. Nous faisons des sensibilisations dans les différentes... Par exemple, on se regroupe. La personne qui parle poulard part dans une communauté Peul et essaie de passer le message en poulard. La personne qui parle sous c'est ce qu'on faisait avec nos propres moyens. C'est nos parents qui nous donnaient du transport, c'est nos parents qui finançaient nos déplacements. On a des sessions à Kindia, des sessions à Koya, des sessions à Labé où on a réellement des causeries éducatives avec les différentes communautés. Parce que comme l'a dit Massouma, la base c'est l'éducation. Que ce soit au niveau des garçons et des filles. C'est pour cela que nous partons même dans les écoles, les lycées où nous animons des causeries éducatives. Parce que nous estimons que dans ce combat, il faut réellement impliquer les garçons. Aujourd'hui, il faut que nous cultivons une mentalité d'acceptation. Il faut que les jeunes garçons qui grandissent acceptent les filles comme des partenaires de vie, des collègues de travail et pourquoi pas des responsables. Mais pas des sous-êtres sur lesquels ils vont déployer leur force. C'est pour cela que nous partons dans les différents lycées, animer des causeries éducatives, des causeries d'éducation sexuelle, non seulement avec les filles, mais avec ces garçons pour vraiment forger de bons citoyens de demain. Même si souvent c'est dit que ces ONG ont une certaine influence sur les décisions judiciaires, et même sur la justice.
Est-ce que vous avez une influence quelque part sur la justice? Non, mais quand Ou bien vous vous transformez en justice carrément? Non, Parce que souvent les non. ONG prennent position pour des dossiers sur les Non, réseaux non, sociaux non, on ne pendant sait que pas. le droit n'a pas encore été dit, Non. mais votre position est connue d'avance. Non, parce que ne croyez pas qu'on Parce entend que juste un cas. durant 1h30, vous avez tout le temps dit des violeurs. Je n'ai jamais entendu le mot présumé violeur et pendant qu'ils sont encore présumés. Ne croyez pas qu'on voit juste un cas et on bondit là-dessus. Il y a derrière toute une étude. Quand nous sommes interpellés ou si c'est nous-mêmes qui voyons le cas, nous partons d'abord mener une étude sur le terrain. Nous ne sommes pas experts en justice, mais nous rentrons en contact avec la victime, la famille de la victime et parfois même du présumé violeur. Vous avez des psychologues? Hein? Vous avez des psychologues en la matière? Oui, on a des gens qui travaillent avec nous. Mais pas des psychologues. Mais si, on a des psychologues, on a un avocat, on a tout ça. D'accord. Alors, monsieur Jean-Zézé Glavougui, avant de donner la parole à nos auditeurs, vous qui êtes président de l'ONG OAD, Organisation africaine du développement durable, quel est votre message à l'endroit des nouvelles autorités aujourd'hui? Merci, monsieur Kaba. C'est le message que je voudrais lancer à l'endroit des nouvelles autorités de la transition. C'est celui de faire de la question de la femme une priorité dans leur plan d'action annuel. C'est une priorité déjà avec les postes nominatifs. Exactement. On voit qu'il y a de nombreuses femmes. Justement, ça ne doit pas se limiter justement au formalisme qui est femme. C'est un peu que ça. C'est bien de nommer les femmes, mais c'est aussi bien vraiment d'appliquer les tests qui sont là. Exactement, en la matière. De donner les moyens à ces femmes qui sont nommées de réellement faire leur travail. Ça aussi, c'est important. Bon, la question reste posée. Donc, je rappelle à nos auditeurs qui peuvent appeler sur le 81 85 81 85 pour poser des questions à nos invités, à Mme Aïssatou Koulibaly, qui est présidente des femmes guinéennes Manœuvre pour le développement, M. Jean-Zézé Glavougui, président de l'ONG OAD, Organisation africaine du développement durable et d'environnement, Oumou Rairi Diallo, responsable du programme du Club des jeunes filles leaders de Guinée, et Awa Diallo, responsable administratif du programme des jeunes filles, du Club des jeunes filles leaders de Guinée. Allez-y, M. Glavougui. Donc, je disais, il faut rappeler aux nouvelles autorités qu'il faut accélérer le processus des autres conventions dans le cadre de la promotion des droits des femmes qui ne sont pas jusque-là. Nous allons prendre ce premier auditeur, ils sont prioritaires. Bonjour. Bonjour, monsieur Kaba. Bonjour, comment vous appelez? Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Mon nom est Diallo Mamadou, je vous appelle depuis Kaloum. Ok, monsieur Diallo, bonjour et bienvenue. Merci, je salue d'abord ces femmes braves. Je les encourage. Je salue le monsieur qui est à côté de vous. Monsieur Glavougui. Moi, je voulais savoir quel est le combat que les femmes ont mené une fois de plus pour arrêter ou pour freiner les délinquants. Ah, il est parti. Nous allons prendre cet auditeur. Bonjour. Bonjour. Monsieur Kaba, c'est Bilo Barry qui vous appelle de Caroline du Nord aux États-Unis. Ah, monsieur Bilo, depuis les États-Unis. Bonjour et welcome. Merci à vous. Je dis d'abord bonjour aux deux dames qui défendent les associations. Je leur dis, je ne sais pas si elles comprennent ce que Yamou Yahout Kolo. Elles n'ont qu'à essayer de continuer leur boulot et ne pas écouter les gens qui disent qu'elles sont là pour se ramasser l'argent avec les blancs et tant d'autres. Elles ont commencé l'affaire là, ça fait longtemps. Moi, je les suis de près. Ça fait très longtemps. Et en Guinée, quand quelqu'un travaille bien, on ne fait que chanter ses noms. Elles n'ont qu'à continuer de ne pas écouter les gens. Mais la question que l'auditeur vous a posée, si la femme refuse à son mari, mais vous avez vécu en Europe, selon ce que j'ai appris, vous connaissez la réponse. Chez nous aussi, on doit être la même. Si elle refuse, elle refuse. Il faut la déloter, la caresser. Et il ne faut pas la forcer. Mais la police guinéenne ou les gendarmes guinéens doivent être sereins sur l'affaire là. Je suis en train d'écouter l'émission avec les Béninois qui sont en train de fléchir l'affaire là. Je vous assure qu'il faut changer. Je vous remercie. Merci. Et le club des jeunes filles leaders de Guinée attend évidemment tout le soutien venant de vous, M. Bilo Barry, et l'OAD aussi, l'Organisation africaine du développement durable et d'environnement. Nous allons prendre cet autre auditeur. Bonjour. C'est Diallo Mamadou qui revient. Ok, M. Diallo. Je voulais poser la question en demandant à ces femmes et à toutes les ONG qui s'impliquent dans le cadre de défense des droits de la femme. Quel est le combat que les femmes mènent pour arrêter ou pour freiner les délinquants sexuels drogués qui sont non seulement à l'intérieur, dans la capitale, qui violent des mineurs de 4 ans, de 3 ans. C'est-à-dire il faut quel combat pour freiner totalement, c'est-à-dire ces délinquants sexuels ou ces criminels sexuels. Maintenant, je voulais aussi
dire félicitations aux femmes de s'impliquer dans le cadre de leur connaissance islamique, de comprendre que l'islam a défendu la femme et l'islam est en train de défendre le droit de la femme. Je vous remercie. Merci, mais la Guinée est un pays laïque, M. Diallo. Un autre auditeur, bonjour. Il est parti. Voilà, je crois que nous sommes pris par le temps, des témoignages qui sont vraiment intéressants, des mots de compassion, de soutien surtout. De votre côté, le club des jeunes filles leaders de Guinée, Alors, oui, de continuer le combat, de ne pas lâcher du lest. Oui, nous disons souvent que ces critiques ou tous ces traitements-là nous font grandir. Ce n'est pas parce que les personnes ont dit que nous allons nous arrêter, parce que nous nous arrêterons qu'une fois nous serons à zéro violence faite aux femmes. Ce qui n'est pas du tout aisé apparemment. Alors, Madame Aïssatou Coulibaly, votre mot de la fin, un tour de table. Bien, moi je voulais parler sur toujours la santé. Allez-y. Voilà. Et je voulais que le ministère du tutelle élargisse l'accès des femmes tout au long de leur vie à des soins de santé, à l'information et à des services connexes adoptés, abordables et de bonne qualité. Merci, monsieur président Jean-Zizé Guilavogui, président de l'ONG OAD. Voilà, donc je rappelle que dans la... Vous êtes l'initiateur de cette émission. Hein, oui, exactement. Vous avez l'initiative d'inviter des ONG pour parler de la promotion des femmes. Je rappelle que dans la sous-région, seule la Guinée qui n'a pas un cadre légal protégeant les défenseurs des droits humains. Bien entendu, ces femmes qui font la promotion des droits n'ont pas un cadre légal les protégeant. Donc, je lance un appel aux nouvelles autorités. Donc, elles doivent être protégées? Oui, normalement. D'accord. Nous travaillons à haut risque. Tous les défenseurs des droits humains, nous travaillons à haut risque. Chose qui n'est pas normale. Il n'y a pas un cadre légal, juridique nous protégeant. Depuis 1958 jusqu'à nos jours, nous lançons un appel aux nouvelles CNT qui sera mis en place les jours suivants d'accélérer le processus d'adoption de la loi portant protection et défenseurs des droits humains. Donc, défense et protection de tous ceux qui sont les défenseurs des droits humains. Merci Jean-Zizé Guilavogui. Awa Diallo. Merci beaucoup. On doit s'entendre à vos CNT. Oui, nous serons représentés, la couche féminine. Hein. Ah oui, c'est clair. Vous êtes candidate ou c'est Awa? Ou c'est cadette ou Tunkara, je ne sais pas. En tout cas, le club va se présenter. En tout cas, le club va se présenter et on espère qu'on sera là-bas. Alors, merci beaucoup, Monsieur Kaba, et merci aux auditeurs. Voilà, comme je le dis tout le temps, je pense qu'il est important que les parents prennent conscience et surtout que les parents s'impliquent plus sur l'éducation de leurs enfants. Et nous espérons que vraiment justice sera faite pour tous ces présumés violeurs. Voilà. Merci. Que justice soit faite, on la met sur le cœur. Surtout qu'on a la main sur le cœur et surtout qu'on a déjà une ministre de la Justice. On espère vraiment qu'elle va bien gérer ce dossier. Bon, attendons de voir. Mesdames et messieurs, voilà comment on se quitte au compte de cette émission Alinéa qui a reçu pour vous Jean-Zizé Guilavogui, président de l'ONG OAD, Madame Aïssatou Coulibaly, présidente des femmes guinéennes, manœuvre pour le développement, Oumou Raïri Diallo, responsable des programmes du club des jeunes filles leaders de Guinée, Awa Diallo, responsable administratif du club des jeunes filles leaders de Guinée. En tout cas, messieurs, mesdames, c'est un plaisir de vous recevoir. Merci. Cette émission a été conduite à la technique par Benjamin Guilavogui avec une réalisation de Ibrahima Silla. C'est un plaisir de vous servir. Restez en nos compagnies car dans un court instant, c'est Planète Enfance avec Mariamba.